Bonjour et bienvenue à tous pour ce 30e live sur Bubble, avec pour invité Z qui vient échanger avec vous autour de sa série Space Punch, publiée chez Ankama et sortie au début du mois. Bienvenue Z. Salut, merci. Salut, merci d'être là. Moi je suis Thomas Mourier, je suis le rédac chef de Bubble et on va parler de la série ensemble pendant 1 heure. Et vous pourrez poser toutes vos questions car c'est un live interactif. Mais je vais commencer par en dire quelques mots pour introduire la série et pour savoir de quoi on parle, même si j'ai déjà dévoilé un petit peu le trailer pour vous donner des idées. On découvre alors un univers de loupards et de bandits en col blanc, où la police semble corrompue de la base au sommet, et au milieu deux frères qui vont se retrouver au cœur de la tempête. On a Zach le plus vieux qui est policier, qui a une idée assez forte de la justice, et Joe le plus jeune qui galère lui dans les petits boulots, qui se fait agresser et racketter. Les deux frères ont fait un peu de boxe dans les traces de leur père, mais Joe a tout laissé tomber, et quand ils vont retomber sur l'équipement du paternel au moment où ils en avaient besoin, l'histoire démarre, mais j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Y a des courses-poursuites à moto, il y a des combats de rue, il y a de la baston. Space Punch, ça laisse une grande place à l'action, mais en creusant aussi la psyché des persos, autour de l'idée de justice, mais ça on va peut-être en discuter ensemble. Le tome 1 vient donc de sortir, comme je l'ai dit. Il y aura un tome 2 en fin d'année, mais on le redira peut-être tout à l'heure. Et donc posez toutes vos questions en commentaire, elles apparaîtront à l'écran et Z pourra y répondre. Je commence par une première question pour lancer la discussion. Space Punch, c'est ta première série et tu es autodidacte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment t'en es venu à dessiner un premier manga? Oui, alors mon parcours, j'en parle un petit peu pour ceux qui ont lu le tome dans les bonus du tome 1. Donc en gros, c'était, je vais dire, c'était à partir de la Japan Expo 2013. Donc à cette période, j'étais étudiant, je me lançais dans des études en mécanique. Je faisais un IUT en génie mécanique et ça me passionnait pas trop. C'était pour voilà une voie vers l'ingénierie. J'ai choisi cette voie parce que mes parents me l'ont conseillé. J'avais pas trop de volonté. Je dessinais pas mal à l'époque, mais pas vraiment sérieusement. Je passais plus de temps à jouer à des jeux vidéo et je dessinais vraiment à côté, mais j'aimais bien ça. Le dessin, c'est ce qui me différenciait des autres. C'était voilà ma petite touche, mais je l'exploitais pas quoi à l'époque. Et donc en 2013, donc j'ai découvert Radiant. C'était à Japan Expo. Il y avait le tome 1 qui est sorti de Radiant et l'auteur était en dédicace, donc je suis allé le voir pour prendre des dédicaces. J'avais kiffé le tome, j'avais trouvé ça hyper cool de voir un auteur de manga français. Pour moi, c'était la première fois que j'en voyais un. Et il y a eu un concours de création de personnages là-dedans à la fin du tome 1. Donc je me suis dit, je vais participer. Et j'ai passé l'été à réfléchir au meilleur concept possible. J'ai envoyé ma participation et au mois de novembre, j'ai été grand gagnant du concours. Donc l'auteur il a refait mon dessin. J'étais hyper refait, j'étais trop content. C'était la première fois que je gagnais un concours, même un prix, Ouais. disons, voilà, de ma vie, quoi, lié au dessin. Donc ça a été voilà comme un coup de pied au cul qui a fait que par la suite, je me suis investi de plus en plus dans le dessin. Donc j'ai commencé à développer mon réseau sur Internet. Donc à l'époque c'était Facebook déjà. À découvrir d'autres artistes, je me rendais compte que voilà, il y avait plein de jeunes de mon âge qui dessinaient parce que moi j'étais pas du tout sur les réseaux avant cet événement-là. Donc j'ai commencé à me faire des potes artistes également. J'allais les voir lors des conventions sur Paris, Japan Expo, Paris Manga, etc. Voilà, à faire mon petit tissu mon petit réseau, quoi, me faire des potes et en parallèle de mes études, donc je continue mes études d'ingénieur et je me fixais des petits objectifs liés au dessin, un petit one shot, une petite illu par-ci par-là. Je changeais beaucoup avec des amis qui dessinaient à temps plein et voilà, donc ça me forçait à être assez rigoureux et avec le temps, au parallèle de mes études, l'envie de faire du manga grandissait en même temps que mon niveau il montait également quoi. Et voilà, j'ai préparé le terrain pendant plusieurs années, même après donc avoir fini mes études. Et je pensais voilà au bout d'un moment lâcher l'ingénierie parce qu'au final c'était pas fait pour moi, mais comme j'avais un peu ce dilemme à l'époque, je n'osais pas franchir le cap quoi. Je me suis dit je prépare les cartes de mon côté quoi. Donc j'allais aux conventions rencontrer les éditeurs. Je recevais des cartes de visite, etc. Donc vraiment, j'ai placé tous mes pions maximum pour être sûr que le jour où je me lance vraiment,
je parte pas de zéro, quoi. Et voilà, donc après avoir obtenu mon diplôme, 6 mois après j'ai trouvé un emploi, donc c'est un CDD dans une grande boîte. Et même pendant mon CDD, on m'a proposé, Ankama m'avait proposé un projet, le tome 5 de Wakfu, la série Wakfu, pour voir si j'étais chaud, parce qu'il n'y avait qu'un seul tome à faire. L'idée c'était que je fasse ça en parallèle de mon taf d'ingénieur. Donc là, il n'y avait qu'un tome, donc il n'y avait pas la problématique de la série et du rythme après le tome à gérer. Les persos étaient déjà faits, il y avait plein de fiches design, que ce soit environnement, enfin tout. Il y avait 2 scénaristes, c'était carré. Donc on m'a proposé ce projet pour rentrer dans le milieu, quoi. Et je lui ai dit que c'était intéressant, mais j'ai demandé à faire un test de rythme, c'est-à-dire que il me donnait une deadline. Cette deadline, je regardais, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse X pages par semaine en parallèle de mon taf d'ingé. C'est-à-dire je rentre le soir après être fatigué d'une journée de métro boulot, mais pas dodo tout de suite, encore boulot, tu vois. Donc en gros, il fallait que je fasse 5 planches par semaine, quoi. En plus de mon taf. Et j'ai tenu jusqu'au samedi après, et j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Et je leur ai dit non, c'est mort, je peux pas faire ça et tout, je vais pas tenir le coup, quoi. Et du coup, voilà, j'ai refusé le projet. Et c'est là que j'ai bien compris que dans mon cas, c'était impossible d'avoir un taf d'ingé ou autre, même alimentaire, et faire un manga à côté, surtout si je veux faire une série. Ça, c'était impossible. Et si c'était pas une série, si c'était qu'un tome, je l'aurais fait en 2 ans, 3 ans, enfin, ça aurait été complexe, quoi. Et bon, donc je préparais toujours le terrain, etc. Et puis à la fin de mon CDD, donc c'était un CDD, donc ça m'a facilité la vie parce que il n'a pas été reconduit en CDI. Ils ont repris quelqu'un qui revenait de congé maternité et qui avait plus d'expérience. Donc il m'avait, lors de mon entretien, il m'avait conseillé, ils avaient dit que ils étaient très contents de moi, que tous les collègues avec qui j'ai bossé étaient contents, mais que j'avais pas l'air très passionné par l'injection soufflage et par c'est pas une ingénierie, quoi. Et du coup ils m'ont proposé de me diriger vers quelque chose de plus artistique, un peu. Moi je me suis dit vas-y, je vais arrêter de tourner autour du pot. Allez, je profite du chômage et tout, je vais faire mon dossier, je vais tenter le coup, et voilà, j'ai fait mon dossier pendant 5 mois. Je l'ai envoyé aux éditeurs et ça a fait mouche. J'ai eu j'ai eu du choix. Et puis voilà, j'ai décidé d'aller chez Ankama. Et voilà, 2 ans plus tard, j'ai mon tome 1 qui est sorti. Et du coup, Space Punch, c'était ta première histoire, la première idée que tu as eue? Non, enfin, pour l'édition, oui, on va dire que oui, mais avant ça, comme plein d'artistes, enfin, j'ai quelques univers en tête. Et quand on a un univers en tête, on visualise à peu près le nombre de tomes que ça pourrait prendre. Et en général, on imagine rarement des histoires courtes dès le départ. On imagine souvent des trucs un peu fleuves, comme ça. Et en fait, j'ai repris une histoire générale que je voulais faire, qui est très, très shonen. Et je me suis dit, tiens, ce perso secondaire, je l'aime bien. Je vais le reprendre comme perso principal et je vais faire un spin-off, en fait, de cette histoire. Donc Space Punch, c'est un spin-off d'une autre histoire, en gros, qui se passe après Space Punch. Et voilà, là-bas c'était un one-shot. Puis ensuite, je l'ai étoffé en 2 tomes, puis 3, puis 4. Et au fur et à mesure, je me suis dit, il y a du matos pour faire un peu plus. Donc voilà, et en fait, l'idée, je l'ai eu assez rapidement. Je l'ai eu juste après avoir refusé le projet Wakfu Tome 5 avec Ankama. Donc c'était à la moitié de mon CDD, c'était au mois de juin-juillet, et fin octobre mon CDD était fini. Donc voilà, en gros j'ai eu l'idée 4 mois à peu près avant la fin de mon CDD, avant de m'y mettre à fond, quoi. Et du coup, quand tu arrivé avec ton dossier, tu avais déjà prévu plusieurs tomes, tu avais décrit tu avais fait des synopsis pour chaque volume jusqu'à la fin? Ouais, alors j'ai pas le nombre de tomes exact parce que disons que j'ai pas écrit toute l'histoire, mais j'ai écrit le synopsis du tome 1. Ensuite j'ai mis un résumé du tome 2, un résumé du tome 3.
J'ai donné le fil rouge, dans quelle direction ça va. Ensuite, je l'ai pas mis dans le dossier, mais quand j'ai discuté avec les éditeurs, je disais, bah, à la fin, il se passe ça. Mm. Je connais le début, je connais la fin, mais voilà, il y a une zone au milieu où c'est variable, quoi. C'est selon le nombre de tomes que me permet de faire l'éditeur, là, je pourrais développer un peu plus l'histoire. Et du coup, là, t'es parti sur. Donc, il y a un tome 1 qui vient de sortir là début juin, et il y a un Ouais. tome 2 qui est programmé pour la fin de l'année. Comment ça se fait que t'as programmé 2 volumes en un an? C'est assez ambitieux. Ben, en fait, j'ai fait déjà du frigo. En fait, c'est l'idée, c'est que les premiers tomes, faut pas qu'ils sortent à des intervalles trop grands, sinon on perd le lectorat. Et c'est vraiment le début où il faut avec sortir un maximum de tomes en un minimum de temps pour fidéliser le lectorat. Et donc j'ai fait du frigo. Donc le tome 1, je l'ai fini il y a un moment et j'ai commencé à attaquer le tome 2. Et l'idée, ça aurait été que quand le tome 1 il sort, je bosse déjà sur mon tome 3. C'est-à-dire, j'ai encore un tome en stock, quoi. Comme ça, je peux les sortir tous les 5, 6 mois. Mm. Donc là, a priori, c'est tous les 6 mois. C'est 2 tomes par an. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que le rythme de parution va rattraper mon rythme de production. Donc c'est pour ça que voilà qu'on a fait du frigo, quoi, que j'ai pris de l'avance. Parce que sinon, les gens ils vont pas attendre un an forcément entre les premiers tomes de la série, quoi. C'est pas un super bon move, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, comment tu travailles? Tu travailles plutôt de manière traditionnelle, papier, stylo, feutre ou sur ordinateur? Les deux, à vrai dire, les deux. Sur le tome 1, ce que je faisais, c'est que je faisais le storyboard en digital. Donc je mettais mes doubles pages et c'est plus pratique pour moi parce que plus simple plutôt que de gommer tout le temps. Hop, t'effaces ton truc, tu refais des tests et puis quand ensuite j'échange avec l'éditeur, quand il y a des modifications à faire, hop, quand j'ai des décalages de pages, j'ai pas à recommencer sur papier et là j'ai juste voilà les manips en digital, c'est hyper simple à faire pour les modifications. Ensuite crayonné, je le faisais également en digital, en numérique, quoi. Et ensuite, une fois que le crayonné fait, j'imprimais le crayonné sur une feuille A3 et ensuite j'utilisais une table lumineuse où je projetais ensuite mon brouillon A3. Alors le dessin il est au format B4 mais Mhm. imprimé sur une feuille A3 et je mets une feuille B4 délétère, les feuilles japonaises que beaucoup de gens utilisent et là j'encre du coup à la plume. Enfin pas à la plume G etc mais au stylo pinceau plutôt. Voilà, et ensuite je le scanne, j'applique mes trames, mes aplats noirs, mes bulles, les onomatopées, les speedlines, etc. Voilà. Et là, depuis le tiers du tome 2, je suis full digital là, pour l'instant, pour gagner du temps. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que on voit, je montre quelques exemples que tu mets beaucoup de véhicules, des motos en particulier. Est-ce que ce plaisir de dessin t'a poussé à écrire des scènes d'action particulières pour les mettre en scène? À vrai dire, c'est l'inverse. Ok. Je suis pas spécialement fan de moto ou d'automobile, mais disons que c'est le scénario qui m'impose ce qu'il doit y avoir, quoi. Hmm. Il y a plusieurs fois, donc il y a 2 fois dans le manga une course poursuite, une au tout début, donc la scène que j'ai vue sur le live qui était diffusée, voilà celle-là, et également à la moitié du tome, il y a une autre course poursuite et en fait, c'est le scénar qui me l'a imposé parce que c'est comme ça que je le voyais, même si c'est galère à faire. Je l'ai Ouais. pas fait par facilité ou spécialement par passion. C'est plutôt voilà une condition scénaristique, quoi. Même si j'avais peut-être bien réfléchi, j'aurais pu trouver une autre façon de faire ça, mais je trouvais que la course poursuite c'était une bonne façon de mettre en scène. Voilà, une sorte de tutoriel pour les deux héros. Voilà, j'ai pas envie je mesure le niveau Oui. d'information que je donne parce que je veux pas trop spoil forcément s'il y a des gens qui l'ont pas encore vu, mais voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, pareil pour les extraits que je passe, ils vont que jusqu'à la moitié du tome 1 à peu près. Après, j'ai Ok. arrêté de prendre des extraits.
pour pas faire de spoil. Et du coup, toujours sur le dessin, est-ce que tu fais beaucoup de recherches de personnages ou de recherches pour les décors en amont, ou c'est maintenant que tu as ton histoire, tu avances, tu fais ça dans l'ordre chronologique? Pour les recherches de personnages, en fait, je les ai déjà toutes faites avant de commencer l'histoire. En tout cas, pour la plupart. Pour la majorité, j'avais déjà tout. Ensuite, quand j'ai un nouveau perso qui apparaît au fur et à mesure des tomes, alors il y en a qui étaient dans mes brouillons en début, il y en a des fois que j'ai remanié le design, mais le concept est le même. Et peut-être, qui sait, dans les tomes, à partir du tome 4, 5 et plus, il y en a, il y aura peut-être d'autres persos que j'ai pas du tout designé encore, mais des nouveaux persos qui apparaîtront, peut-être des nouvelles idées qui viendront en cours de route. Je sais à peu près, voilà, tel nouveau perso qui apparaîtra, mais j'ai pas encore fait de design sur tout. J'ai pas tout préparé, mais voilà, disons que pour les premiers tomes, oui, j'ai une base. J'avais fait, voilà, des brouillons, donc j'avais ça de pile à l'époque. Donc c'est sur toute la partie préparation avant de faire mon dossier. Ouais, j'ai quelques bases. Et du coup, au niveau aussi de ce que tu mets en scène, en plus des scènes d'action moto, il y a pas mal de scènes de boxe. Du Ouais. coup, est-ce que là aussi, tu as travaillé un peu pour avoir un peu les codes des shonen de sport, ou tu t'es un peu entraîné, ou là aussi tu y allais un peu à l'instinct? Comment tu as fait pour travailler ça? Un peu des trois, à vrai dire. Ouais. Alors déjà, ben oui, ben je regarde un peu dans les mangas de boxe comment ils traitent l'action, parce que c'est très technique. Savoir faire comprendre qu'il y a un jab, un aller-retour, en fait, entre le bras qui vient, etc. C'est des techniques qu'il faut regarder. Donc je regarde chez les différents auteurs qui font du manga de boxe. Bon, il y a Iku, non, il y a Hippo et Rikudo aussi, par exemple. Donc ouais, je regarde ce qu'ils font. Également, ben je regarde ouais, de temps en temps des vrais matchs de boxe également. Et puis quand j'ai un doute, ben j'ai un pote, c'est un peu mon référent boxe. Et je lui pose voilà des questions. Je lui dis tiens, toi qui pratique souvent, est-ce que là le mouvement il est bien? Est-ce que la posture, les jambes, le torse, le bassin, la trajectoire du bras, est-ce que ça semble cohérent? Donc ouais, voilà, si besoin, il me corrige. Et puis c'est comme je suis quand même débutant. Enfin, je pratique pas la boxe, mais en tant que spectateur, je suis pas un spectateur aguerri. Donc en fait, le fait de pas forcément avoir trop de m'être hyper renseigné depuis hyper longtemps sur les matchs, être un crack en gros de la boxe, être hyper rigoureux, bah, ça me permet de mieux faire les mouvements que ferait un débutant. Ouais. Du coup, instinctivement, j'ai les erreurs de placement et tout qui viennent facilement, quoi. Alors que si j'étais expert un peu dans ce domaine, ben peut-être je saurais plus du tout me placer dans la tête d'un débutant. Donc voilà, c'est un bon équilibre voilà que j'ai trouvé entre au niveau de renseignement suffisant. Puis surtout, j'ai pas énormément de temps, donc j'ai intérêt à être assez vif, à aller direct à choper l'info qu'il me faut, voilà. Et quand j'ai besoin de creuser, je creuse. Et du coup, bon, maintenant, t'as plus trop le temps, mais est-ce qu'en amont, tu pratiquais par exemple le carnet de croquis, tu faisais des choses comme ça pour les mouvements, pour les personnages? Parce que du coup, il y a beaucoup de dessins de corps dans le manga. Du coup, est-ce que Mm. c'est quelque chose que tu pratiquais ou pas spécialement? Pas spécialement, franchement, carnet de croquis de manière générale, pas trop. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps à vrai dire de faire des dessins à côté. Donc dès que je dessine, c'est mes pages, c'est Ok. les pages, et je m'entraîne sur les pages, à vrai dire. Et pour les mouvements, bah bon, bah ça vient assez instinctivement. Et puis, bah, je prends le temps sur le crayonné pour faire un truc qui me semble correct. Enfin, je trouve que ça va. Moi, personnellement, j'ai quand même une relative affinité avec tout ce qui est scène d'action. Enfin, je me sens plutôt à l'aise dans ce domaine-là, donc j'ai pas trop de soucis. Ça vient instinctivement, et je prends du temps sur mon crayonné à regarder si ma pose elle me plaît. Puis voilà, quand j'ai un doute, je montre à des potes. Mais sinon, non, ça va. Heureusement, voilà, ça coule, ça glisse assez rapidement, quoi. T'as une question de Nicole qui te demande est-ce que tes références, elles sont que manga ou elles sont un peu BD aussi? Principalement, bah, je dirais principalement manga. Après, oui, j'ai certainement
un peu de franco-belge, mais je m'en rends pas forcément compte. Mais oui, bien sûr, bah, il y a du franco-belge, je regarde dans mon étagère Ouais. ce que j'ai. Mais oui, il y a quelques pépites que je trouve vraiment cool, notamment là, ce que j'ai acheté, c'est Il faut flinguer Ramirez, le tome 2, c'est excellent. Donc là, pareil, bah, c'est d'autres façons de narrer, c'est d'autres façons de mettre en page les planches, c'est hyper intéressant. Ensuite, bah, j'ai pas mal de trucs, ouais, d'autres BD, mais en fait, c'est du franco-belge, mais qui s'inspire, c'est des auteurs qui s'inspirent également du manga. Ouais. Donc on revient, on fait une boucle. Sinon, ouais, quelques comics aussi. Je kiffe. Il y a deux auteurs de comics que je kiffe, c'est Jim. Non, c'est l'auteur de Rumble. J'ai oublié son nom. James Harren, c'est ça. L'auteur de Rumble, qui est lui aussi inspiré un peu manga, mais qui fait des plans hyper dynamiques, un ancrage de ouf. Je kiffe. Pareil, l'auteur de Invincible, Ryan Otley. Ouais. Surtout sur la deuxième partie du comics, là où il commence à mieux maîtriser son trait, là aussi c'est hyper kiffant, surtout pour Ancrage pour le coup. Ouais. Mais également, oui, l'expressivité des personnages. J'aime aussi sa façon de faire tout ce qui est fluide, le sang, etc., qui part, qui éclabousse. Enfin voilà, parmi le peu d'interaction visuelle que j'ai avec voilà, d'autres sources de bande dessinée, voilà, je prends ce que je trouve cool, ce qui m'intéresse, voilà. Tu Ouais. travailles seul uniquement ou tu as des projets de collaboration prévus? Alors là, t'es bien occupé, je crois, là déjà. Alors pour l'instant, je suis seul uniquement et oui, j'aimerais bien collaborer avec un assistant Ouais. par la suite parce que c'est trop dur de devoir faire voilà, un manga avec beaucoup de pages détaillées et bosser tout seul et en même temps avoir un rythme quand à côté mon tome enfin il doit dans les librairies quand je dois concurrencer les mangas de mecs qui ont déjà derrière eux des séries, des blockbusters de 30 tomes, Ouais. ils sont 10 à bosser dessus, tu vois, qui sont, en plus, voilà, c'est des Japonais déter, quoi, genre, ils font que ça, tu vois, du matin au soir. Moi, je suis là, je suis tout seul, c'est compliqué. Donc oui, donc heureusement pour pallier à ça, il y a le système de frigo dont j'ai parlé au début, où je fais quelques tomes d'avance, mais voilà, une fois les 3 premiers tomes sortis, la sortie des tomes rattrape mon rythme de production à moi. Mhm. Et même voilà, si je suis vraiment rapide, je mets 6 mois, mais 6 mois ça reste long par rapport à d'autres tomes qui sortent tous les 3-4 mois, quoi. La plupart des auteurs, souvent c'est 1 an Ouais. le délai, donc je suis dans la fourchette peut-être un petit peu haute en termes de timing, mais ouais, c'est chaud. Et le manga français, je pense que ça c'est le genre de discussion qu'on a entre auteurs. On se dit, ouais, qu'est-ce qui manque au manga français pour qu'on s'en sorte mieux, quoi. Et vraiment, les assistants, être nombreux, c'est vraiment une problématique clé Mhm. qui manque, quoi. Mais voilà, il y a plein de problématiques par rapport à ça. Déjà, le fait que c'est pas courant. Enfin, au Japon, c'est assez classique d'être assistant. C'est presque voilà, une étape voilà, courante par laquelle tout le monde passe. Donc d'abord on est assistant, on se fait les mains sur telle ou telle série, etc. Ensuite on fait des concours, on participe et ensuite on fait sa série. Or qu'en France on a la chance de pouvoir, comme il n'y a pas, de pouvoir gruger ça, comme Mhm. il y a déjà très peu de mangaka, il n'y a pas forcément autant d'assistants, quoi. Également, les éditeurs ont pas forcément. C'est pas le manga en France, c'est pas la même industrie qu'au Japon. Il y a moins de moyens, il y a moins de sous. Donc déjà que c'est dur de payer les auteurs. Pour les éditeurs, c'est dur de payer les auteurs. Alors payer un assistant en plus, c'est compliqué. D'autant plus que un éditeur quand quand il sort un manga français, il s'engage sur au moins 3 tomes. Oui. Donc le risque financier, il est plus compliqué que pour les Japonais où c'est chapitre par chapitre. Et si ça marche pas dès le premier chapitre, zou, ça dégage, quoi. Et là, il n'y a pas de tome relié à faire. Donc en France, si l'auditeur se plante,
il doit se planter sur au moins 3 tomes. Donc c'est en garantissant, enfin en payant toujours l'auteur, quoi. Donc c'est cool à la fois pour les auteurs, mais en même temps, voilà, c'est chaud au niveau porte-monnaie pour les éditeurs, quoi. Et malheureusement, également, le ratio de manga qui globalement, c'est risqué pour un éditeur français de faire du manga parce que sur 10 titres qui sont sortis, actuellement, il y en a peut-être un qui va rester, quoi. Qui va faire le nombre de tomes qu'il veut et qui va dépasser les 5 tomes, quoi. Donc c'est hyper risqué, quoi. Donc pour l'instant, il y a tout juste eu Renault qui, au bout de 20 tomes, 15 ans après, qui a pu avoir 2 assistants officiellement sur son tome 20, quoi. Après, il a eu 2 autres assistants. Il a eu Romain Lemaire, qui est maintenant sur Reverdark, et son pote Salim Kafiz aussi, qui l'avait aidé gratuitement, bénévolement, du tome 5 au 15. Et donc c'est qu'à partir du tome 20 qu'il a pu avoir pas une bourse, mais un tarif pour payer 2 assistants, quoi, pour les décors. Et donc pour l'instant, il faut que je fasse déjà mes preuves sur mon tome, et si ça marche bien, peut-être que pour la suite, j'arriverai à débloquer un budget pour des assistants, parce que au final, si je trouve un assistant qui me fait la moitié de mon taf, c'est-à-dire genre tous les décors, et que je lui donne la moitié de ce que je touche, même si je gagne que la moitié, je suis 2 fois plus rapide, je fais 2 fois plus de tomes par an, et je gagne pareil. Donc au final, j'ai la même rémunération, mais au final, on a 2 fois plus de tomes, quoi. Ouais. Donc c'est ça qu'il faudrait, mais voilà, il y a le souci de trouver déjà les assistants, et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et comme c'est pas du tout une voie en France, et en France, quand tu as le niveau de faire des bons décors, en général, tu as le niveau de faire des bons persos et une bonne histoire. Donc en fait, personne n'a envie d'être assistant, tout le monde veut être auteur direct. Voilà, donc c'est un peu laborieux, plus il peut y avoir des soucis, j'imagine, des soucis d'ego, en mode lui, il a pu être auteur directement, pourquoi moi il faudrait que je passe par le statut d'assistant. Voilà, quoi, c'est compliqué. Donc à la limite, il faudrait que pour un auteur, il y ait 5 fois plus d'assistants, quoi. Ouais, ou des assistants. De gens qui se rendent disponibles pour être assistants, quoi. Parce qu'en plus, les gens, le tome d'après, ils peuvent changer d'avis, aller sur leur propre projet, quoi. Donc comme Renaud faisait, il n'a pas les 2 mêmes qui vont l'aider sur chaque tome. C'est une rotation, en gros, de différents assistants, voilà. En fonction des disponibilités de chacun, etc. Donc voilà, tout un sujet, les assistants, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ce vers quoi faut essayer d'aller, quoi. Et oui, parce que tu parlais des autres auteurs, mais finalement, le manga français, il y en a quand même pas mal. En fait, il y en a pas beaucoup par rapport à la production, mais maintenant, il commence à y avoir pas mal d'auteurs. Oui, au total, depuis qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup, hein, peut-être plus de... Alors je dis au pif, mais dans la centaine, si ça se trouve, hein, des auteurs français. Après, en cours, actuellement, des séries en cours, il y en a moins, c'est clair. Il y en a peut-être, je sais pas, une quinzaine. Je dis au pif, 15-20. Mais il y en a eu beaucoup par le passé, ouais. Et il y en aura encore plus. Oui, c'est ça, c'est que ça va se développer, donc c'est intéressant. Oui, ça va se développer, ça va faire que grandir. Le lectorat, il va faire que grandir. Parce qu'a priori, quelqu'un qui est auteur de manga français aujourd'hui, il le restera demain. Mais il y a de nouvelles personnes qui vont découvrir le manga français. Plus il y en aura, plus ça va être à peu près commun. Surtout, je vois ça au niveau des gosses, des collégiens, des lycéens, qui découvrent du coup, qui commencent le manga avec leur premier manga français. Donc nous à l'époque, on découvrait le manga avec Naruto, Dragon Ball, One Piece. Il n'y avait pas beaucoup d'offres en termes de manga français. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et les jeunes qui commencent, ils ont accès à plus d'offres françaises. Et aussi, comme il y a plus d'auteurs, il y a plus de familles d'auteurs et de potes d'auteurs. Et j'ai cette réflexion parce que j'ai 2 petits cousins qui ont 10 ans. Et les collégiens, à cet âge-là, ils kiffent les mangas, ils kiffent en parler tous autour d'eux. Et ils aiment aimer les mêmes choses, les collégiens et les lycéens. Et je peux te dire que
mes petits cousins, ils ont un auteur, ils ont un grand cousin qui est auteur de manga français, ils vont en parler à tous leurs potes, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà, ça commence voilà, à grandir, à prendre plus de terrain, à faire son chemin. Donc ouais, je me fais pas de soucis, mais voilà, le temps que ça arrive, que le marché commence à grandir, bah faut prendre sur soi, faut être patient, faut charbonner, voilà. Mais ça pourra que s'améliorer avec le temps, quoi. Et ce qui pourrait faire une différence aussi, ça serait par exemple un magazine de prépublication. Mais il y a ça aussi un petit peu en ligne. Est-ce que tu avais pensé, toi, faire un peu comme les gars de Last Man qui avaient prépublié les premiers tomes? En fait, c'est ça aussi qui les a aidés un peu à décoller. Non, j'y avais pas pensé. Après, c'est le genre de sujet avec qui, entre auteurs, on en discute. On sait, enfin, est-ce que je remette le premier chapitre en ligne, voire tout le premier tome en ligne, Ouais. enfin, chapitre par chapitre, disons, genre semaine par semaine. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser ça, même sur certains sites de Scantrad? C'est-à-dire ceux qui affichent que les derniers chapitres, les genre 3 derniers, et tout ce qui est avant, ça dégage, quoi. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de collaborer avec ces sites-là pour mettre ouais, genre le premier chapitre première semaine, deuxième semaine le 2, etc. Ouais, c'est des voies à envisager, à explorer. Mais voilà, moi dans ma démarche, j'ai pas trop regardé de ce côté-là. Ouais. Parce que je pensais aussi à Sylvain Repos qui avait fait Yojimbot et qui avait, Mm. en plus de la BD, publié des histoires courtes Mm. sur une plateforme de Webtoon, Web Factory. Mm. Toi, bah, à part le retard, le temps, mais si tu avais le temps, est-ce que c'est quelque chose qui te brancherait de faire des petites histoires courtes ou des choses comme ça pour emmener les lecteurs? Ah, ouais, si seulement j'avais le temps. Ouais, On va dire, j'ai jamais songé parce que déjà, rien qu'être en avance, c'est tout un luxe, tu vois. Enfin, même pas forcément en avance, mais déjà dans les délais, ce serait déjà cool. Mais ouais, tester ouais, sur d'autres plateformes, du coup, genre Webtoon ou d'autres formats, ouais, ça peut être cool, mais pour l'instant, non. Déjà, être dans les temps sur ma série, hmm, c'est mon premier truc. Après, ouais, mais c'est clair que faire des petites BD en mode bonus pour développer l'univers de ton récit, développer voilà, des petites interactions rigolotes entre tes personnages, ça peut être une bonne idée. Puis ça fidélise le lectorat, puis ça peut être l'occasion de mettre en avant des personnages que les lecteurs aiment bien, mais que t'as pas l'occasion de développer ou de mettre en avant dans le manga. Ouais, ça peut être ouais, une bonne idée. Faut que je regarderai ça de mon côté si ça me tente, mais ouais. ok, on verra ça dans les prochains, après les prochains volumes. Et du coup, Ouais. tu parlais de tout le travail. En fait, c'est quoi une journée type en fait pour toi? Comment ça marche en fait? Une journée type, disons après là en ce moment j'essaye de me faire un planning comme après que le tome 1 il soit sorti. J'ai essayé de me faire un emploi du temps avec des horaires de réveil, etc. Bon, pour l'instant j'ai tenu aucun jour, mais c'est indicatif. Mais ouais, l'idée c'est chaque jour, en fait, je me dis pour que ça avance à un rythme correct, il faudrait que je fasse X pages par semaine. C'est-à-dire, je me calque un rythme de référence qui est le même tous les jours. Même si les Ok. pages sont différentes, il y a des pages qui sont plus simples, des pages qui vont prendre plus de temps. Mais je me dis, il faut que je fasse 2 pages par jour, crayonné et ancrage. Donc c'est comme si je faisais 4 passes, en gros. Plus ben, tout ce qui est ben, onomatopée, bulle, trame, etc. est fait. Donc en gros, ouais, ben, petit déj. Ensuite, le matin, je vais essayer de crayonner 2 pages. Ensuite, après je déjeune et puis l'après-midi, je vais essayer d'ancrer les deux, tout simplement. Quand je peux, là, en ce moment, pas trop, mais là, c'était chaud le mois de juin, comme j'étais en dédicace, mais intégrer du sport, un peu, voilà, parce qu'il faut, hein. Mhm. Comme c'est un marathon, c'est pas un sprint le manga, et comme je vois tellement de mes confrères et consoeurs auteurs qui ont des soucis de santé, que ce soit des problèmes de dos, des tendinites, etc.
tout ça parce que bah voilà, on se dit bah à cause du rythme, il faut que je gagne du temps, donc je vais faire que du dessin. Mais non, en fait, on s'use avec ça et au final, on perd du temps parce qu'on peut pas rester assis ou je sais pas dans telle posture trop longtemps. Donc ouais, j'essaye de me caler ça. J'ai pour objectif à partir de cet été de reprendre 3-4 séances par semaine. Mais voilà, sinon, j'ancre, voilà, je bosse jusqu'au dîner, jusqu'à 21h. Et voilà, ensuite, le reste de la soirée, avant de coucher, bah, soit je continue de bosser parce que je suis dans un bon mood, j'aime la page sur laquelle je bosse où je ressens le besoin parce que j'ai peut-être pas été assez efficace dans ma journée. Ou sinon, bon, bah voilà, allez, je profite 1 heure ou deux pour me reposer, pour me changer les idées, soit une lecture, une série, un jeu, n'importe quoi. Voilà ma journée type, grosso modo. Ouais, c'est assez intense. Et comment tu bosses avec ton éditeur? Tu lui livres le storyboard du tome en cours et après tu bosses de ton côté ou c'est un peu pas à pas? Ouais, bah en gros, c'est pour chaque tome, voilà comment ça se passe. Je fais mon scénario à fond, ça me prend entre 2 semaines et un mois. Je l'envoie, ensuite on se fait souvent des retours, donc comme c'est un doc Word, on peut mettre des commentaires donc qui apparaissent sur le côté, et on met à chaque fois la version à jour sur un drive où je réponds aux commentaires, on répond aux commentaires des commentaires en surlignant tel point, et une fois que c'est bon, qu'il n'y a plus de zone d'ombre, hop, je peux commencer le storyboard, mais avant ça je fais un séquencier. Le séquencier en gros c'est tout mon scénario, mais dans un tableau Excel. Et en fait, chaque ligne de mon tableau Excel, c'est une page. Et en gros, je découpe tout mon scénar en pages, quoi. Et j'écris, j'alterne les pages de gauche, pages de droite. Donc, comme ça, je sais comment je vais alterner à peu près narrer mes scènes. Quand j'ai envie que telle scène elle arrive sur une page de droite, hop, je me débrouille pour qu'elle y arrive. Si besoin, bah, je vais rallonger une action pour que voilà, telle scène, je la rallonge d'une page. Je vais voir quand est-ce que je mets une double page, etc. Ça me prend entre 1 et 2 jours. C'est assez intense parce qu'il faut visualiser en tête vraiment chaque page et noter ça sur le doc. Et l'avantage, c'est que à la dernière ligne de mon scénar, j'ai le numéro de la ligne, c'est le numéro de page, quoi. Donc ça me permet de voir à peu près combien de pages ça va prendre, quoi. Et quand j'ai l'info, je la remonte à l'éditeur pour dire voilà, ça fera à peu près, c'est une prévision, quoi. Ça fera 200 pages environ, quoi, pour le prévenir, pour qu'il sache. C'est surtout important quand je pense faire trop de pages. Pour mon tome 2, c'était important parce que quand je l'ai séquencé, j'ai vu que j'avais trop de pages, donc je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud, il va falloir que je trouve dans mon storyboard, il va falloir que je sois dans une démarche où je vais essayer de compacter certaines scènes, essayer d'être le plus dense, efficace possible, parce qu'il y a des moments où tu peux pas blinder ta narration, sinon c'est lourd et c'est indigeste. Donc il fallait que je cible bien mes moments où je pouvais caler plein d'infos et là où ça devait respirer, ça respirait. Et ensuite, donc, je fais mon storyboard. Et donc, je fais mon storyboard dans mon coin. Quand je finis des pages, je les mets sur un drive, donc elles ont accès quand elles veulent. Et à chaque fin de chapitre, quand j'ai fini de storyboarder un chapitre, je leur envoie un mail. Du coup, je reviens à ce que tu disais sur les planches. Tu as évoqué aussi les onomatopées. Pour les onomatopées japonaises qui sont assez présentes, tu as fait des recherches particulières. Comment tu t'es documenté là-dessus? Alors, à vrai dire, ce n'est pas des onomatopées japonaises, mais des onomatopées avec notre alphabet. D'accord. Voilà, c'est juste que, en effet, je leur ai donné un aspect japonisant, en fait. J'ai un peu grugé, parce que pour moi, les onomatopées, comme je suis habitué à en avoir des japonaises, en fait, je les lis pas. Ouais. Et l'important avec les onomatopées, c'est pas de les lire, mais de voir la forme qu'elles ont et de comprendre l'impact qu'elle veut dire, parce qu'une onomatopée, c'est pas forcément un son. Des fois, c'est aussi une ambiance quand il y a de la tension, etc. Et donc, en fait, c'est l'esthétisme des onomatopées que j'ai voulu reprendre, plutôt que de faire des bim bam boum tout rond, hyper lisible. Parce que justement, quand c'est lisible, je me souviens, j'avais fait lire un manga
à un petit frère il y a longtemps. Et le premier truc qu'elle disait, c'était les onomatopées. Ouais. Et ça m'énervait. En fait. Et du coup, moi, j'ai pas envie qu'on lise les onomatopées. J'ai envie qu'on voit qu'elles soient présentes, mais en fait, les lire, c'est pas important. C'est surtout de voir l'effet qu'elles ont. Mais ensuite, voilà, j'écris. En fait, c'est des lettres françaises. Enfin, alphabet latin, quoi. Le nôtre. Mais oui, je donne un aspect un peu japonisant sur les F, les D, etc. Donc non, si on regarde, c'est bien en français, mais c'est vrai que je joue sur cet aspect pour qu'on n'ait pas envie de les lire. Ouais. Apparemment, bah, ça a l'air de fonctionner. Ouais, parce que je mets à l'écran celle où on voit dans les courses de moto où effectivement c'est des F très En fait, allongés, c'est un F et un des H, tu R. vois. Ouais, c'est Ouais, ça. Ou c'est des... ça. Et ça ressemble à un ki en japonais, je crois. Ouais. Ouais, c'est pour ça que ça avait cet aspect-là, donc je me demandais, mais effectivement, c'est bien imité. Mm. Et du coup, pour tout ce qui est, en fait, dans le premier tome, sans trop en dire, c'est un peu le début de l'histoire, parce que c'est vers la fin qu'on commence à comprendre le thème principal. Mais on peut dire quand même que tu as voulu bosser un peu sur le thème de la justice, parce que à travers plusieurs personnages, c'est un peu ça qui ressort, j'ai l'impression, de tout le manga. C'est un peu le traitement de la justice, mais vu par différents personnages. Injustice d'un côté, soif de justice de l'autre. Est-ce que ça, tu peux en parler sans trop dévoiler? Ouais, alors le thème de l'histoire, alors je dirais que la justice, c'est pas le thème principal, c'est un sous-thème, forcément, mais non, il y a un autre thème principal. Après, en parler au tout début de enfin, d'un projet, je sais pas si c'est hyper intéressant. Le mieux, c'est de laisser le lectorat se faire une idée. Ouais. Et ça peut être bien genre de parler de ce genre de sujet à la fin d'une œuvre, en mode bah, c'est quoi la solution, genre bah, c'était quoi le thème de l'histoire. Mais disons que euh, le cœur du projet, en fait, il tourne vraiment autour des deux frères et de leur rapport fraternel. Donc, en fait, c'est plus des thèmes liés à la famille qui me tiennent à cœur et que j'ai envie d'explorer, quoi. Dans cette histoire plus que la justice, etc., quoi. Donc, ouais, c'est pas forcément des valeurs morales, les thèmes, mais voilà, c'est des thèmes plus personnels, disons. Donc, ouais, il y a bah, la fraternité, le rapport au père, la famille, tout ça. Voilà, c'est ça, disons, l'essentiel. Ok. Et dans ta présentation des personnages, au début, tu mets, quand les personnages arrivent à l'écran, il y a des sortes de petites cartes, fiches un peu personnages qui Ouais. expliquent qui ils sont. Et on a l'impression qu'il y a ça va vers une gradation pour certains personnages. Est-ce que là aussi c'était un petit kiff en mode clin d'œil ou est-ce que ça va être aussi un élément de l'histoire? Ah oui, alors oui, en effet, oui, il y a des cadres avec un petit design particulier quand les personnages appartiennent à un groupe Mhm. ou non. Donc j'ai ça pour les deux mafias et j'ai ça pour la police. Et ouais, pour la police, je me suis amusé en fonction des grades à rajouter des étoiles et des petits trucs bling bling. Notamment quand on voit le colonel, alors là j'en ai rajouté des tonnes dans son cadre. Mais oui, c'est voilà pour faire comprendre une sorte de hiérarchie. Voilà, tout simplement, c'est un élément graphique assez efficace. Et c'est pour ça voilà, que je l'ai employé. Et là, du coup, ton manga est sorti donc il y a un mois à peu près. T'as Mm. fait des dédicaces, t'as commencé à avoir des retours de lecteurs? Ouais, bien sûr, j'ai eu énormément de retours, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. En plus, comme à la fin de mon tome, j'ai mis sur la jaquette, j'ai mis mes réseaux sociaux. Donc les gens, à la fin d'une lecture, ils pouvaient bah, m'envoyer un message, etc. Donc j'en ai des tonnes. Que des gens hyper contents de l'avoir reçu, de l'avoir lu, hyper satisfaits. J'ai eu que des bons retours, même sur place en dédicace. Et ouais, les dédicaces, j'en ai fait 5 des séances jusqu'à maintenant. J'ai fait en fait, tout le mois de juin. Le lendemain de la sortie, j'étais à Paris. La semaine d'après, j'étais à Toulouse, où j'ai fait à la fois des dédicaces en librairie et également une masterclass à l'EIMA, l'école internationale du manga à Toulouse. La semaine d'après, j'étais à Grenoble, puis à Lyon. Et la semaine dernière, j'étais à Reims.
Et là, ça se calme Ouais. enfin un peu de pouvoir avancer sur mes pages parce que je passe quand même d'une semaine de 7 à une semaine de 4 jours, donc c'est compliqué. Mais c'est archi cool de rencontrer le public, de rencontrer de l'humain aussi après cette période, Ouais. c'est quand même pas mal. Mais ouais, voilà, en termes de dédicaces pour l'instant, et j'en aurai d'autres de prévues. Alors, je sais pas si le mois de juillet j'en ai, faut que je vérifie. Peut-être une, mais sinon, ça reprend à partir de fin août, puis la rentrée. Ok, oui, donc tu vas continuer en parallèle de ton boulot Ouais, d'enchaîner les voilà. dédicaces. Ça, oui, ouais, je continuerai à spammer sur les réseaux dès qu'il y aura des nouvelles séances, etc. Plus, bah, j'ai eu pas mal d'événements. Bah, donc, il y a eu les 30 Shikishi que j'ai dû faire pour le concours Ankama, pour le Ouais. concours Space Punch qu'il y avait pendant 3 semaines après le lancement. Et je dois également faire des dédicaces pour euh, une librairie, la librairie Tribule, qui organisait 48 heures BD. Donc, j'ai des dédicaces avec des noms que je dois leur envoyer. Donc, voilà, beaucoup de travail maison, disons. Voilà, et tout ça, ça va reprendre en force à partir de septembre et j'aurai des événements chaque mois. Ouais. Voilà. Et j'ai vu aussi sur tes réseaux sociaux, parce que tu les évoquais, que t'as commencé à avoir des fan art, t'as des premiers fan art. Ouais, en fait, j'en ai eu déjà il y a un moment, en fait, quand je crois il y a 2 ans, ou il y a peut-être 2 ou 1 an, je sais plus, quand j'ai annoncé que, ouais, il y a 2 ans, quand j'ai annoncé que j'avais signé mon projet, j'avais lancé un petit design, genre dessine ça dans ton style, avec Ok. les bustes de mes deux persos, et comme c'était juste un buste, bah c'était assez simple, du coup j'ai eu des tonnes de fan art, c'était excellent. Je crois que j'en ai fait une story à la une sur Instagram avec plusieurs des dessins que j'ai eu. Puis ouais, dernièrement, avec la sortie ça s'est lancé, j'ai eu de nouveau quelques fan art, donc c'est hyper cool. Quand je peux, quand c'est sur Twitter, je les enregistre, je les mets dans un petit dossier pour les stocker. Bah ouais, c'est mieux d'avoir tout ça à disposition, quoi. Mais ouais, voilà, ça fait hyper plaisir d'avoir des bons retours comme ça, de l'investissement des lecteurs, de voir que soit, voilà, ils passent du temps, ils me consacrent du temps pour faire un fan art ou pour en parler autour d'eux, à leurs potes, etc. Pareil pour tous ceux qui ont des comptes un peu genre de journalisme ou de revues de nouveautés, ça c'est archi cool, je suis hyper. Euh, J'exprime beaucoup de gratitude, Ouais. on va dire, envers tous ceux voilà, qui me consacrent du temps de manière ou d'une autre. Voilà. Et du coup, là, bon, c'est le premier tome, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que il y a des éditions étrangères qui sont prévues en anglais ou en Espagne parce que c'est quand même des pays qui sont Euh, assez visés tout de suite. ouais, ben en fait, mon tome 1 il est sorti le 4 juin et le 7, je crois que c'était un lundi, il y a déjà eu une offre d'un éditeur espagnol, Ok. le même qui fait, enfin l'éditeur de Radiant, Tali, etc. Mais je sais pas si ça a été accepté tout de suite. Je sais que les éditeurs parfois ils attendent de recevoir peut-être de la concurrence pour faire monter les offres et tout. Je pense que pour Radiant c'était un truc comme ça. Pour les États-Unis ils n'ont pas accepté direct. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin, bah, après ils se débrouillent pour avoir la meilleure offre quoi. Mais voilà, c'est une question de timing. Pour l'instant, voilà, il y a rien qui presse. Mais ouais, voilà, au fur et à mesure, bah, j'espère avoir euh, voilà, d'autres éditeurs étrangers qui seront chauds. J'espère surtout en anglais Ouais. pour le public américain. Ça serait cool, comme c'est un truc qu'on me demande de temps en temps sur les réseaux. Même si la plupart de mes messages écrits tout en français, il y a quand même pas mal de gens qui me demandent ouais, ben, quand est-ce que ça sort en anglais, tout ça. Ouais. Donc ouais, voilà, mais ce sera, je verrai, en fait, en général, c'est après qu'il y a au moins un minimum de 2 3 tomes de sortie pour voir où va la série. En général, c'est plutôt comme ça. Donc voilà, une fois le tome 3 sorti, il y aura déjà un peu plus de matériel et peut-être que voilà, à cette période-là, du coup, à partir de l'an prochain, du coup, pour l'édition à l'étranger, voilà, ça va s'accélérer. Et du On coup, espère. ouais, bah ouais, on espère. Et du coup, par rapport à tous ces retours de la sortie du tome 1, est-ce que ça t'influence un petit peu dans l'écriture de la suite? Alors, pas du 2 qui est déjà écrit, mais dans le 3, est-ce que ça te donne des pistes ou ça te fait des choses, tu te dis, tiens, je suis pas allé explorer ça, ou tiens, ça me...
Disons, alors, pas pour le tome 2 ni pour le tome 3 parce qu'il est fixe, mais de toute façon, le tome 3, je sais qu'il y a un peu plus de fanservice dans le sens vraiment ce que les lecteurs adorent voir. Si le tome 3 il est spécifique. Et ensuite, soit à partir du tome 4 où là, en fait, quand c'est un peu plus flou, ouais, ben, je vois les retours des lecteurs. Déjà, je vois quels sont les personnages qu'on me demande le plus, les personnages que les gens préfèrent. Donc je me dis, bah tiens, bah lui, ça serait peut-être intéressant que si j'ai pas prévu de le développer, que je le développe peut-être un peu plus. Ou ben, les gens, en faisant leur tour, ben, au fur et à mesure des 3 tomes, déjà, je verrai, comme il y a un peu de tout, il y a plein de choses, ben, je verrai ce que les lecteurs apprécient en majorité. Donc à partir de ça, voilà, de cette banque de données, entre guillemets, de connaître ben, mon lectorat, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie moins, ben ouais, ça peut permettre d'ajuster à peu près mon histoire. Mais encore, voilà, développer certains points, c'est seulement si j'ai le luxe d'avoir un nombre de tomes suffisant. Parce que voilà, avec ce genre d'histoire, en fait, l'arc final, il est assez long. En fait, il y a une suite d'événements enfin, c'est obligé de se passer dans un certain enchaînement, ce qui fait assez fixe, je peux pas le toucher. Mais du coup, voilà, j'ai besoin d'espace avant, quoi, pour développer ça. Donc, il faut déjà que j'ai l'occasion voilà, d'avoir un nombre de pages un nombre de tomes conséquent. Mais oui, voilà, au fur et à mesure, de façon dédicace, en rencontrant le public, ben je découvrirai un peu mieux ce qu'ils apprécient, j'en tiendrai compte, mais de toute façon, voilà, je fais en sorte de faire les meilleurs tomes possibles, le meilleur scénario possible, de toute façon, voilà. Mais j'en prends compte. Et du coup, j'en profite d'abord, je fais un petit point sur le temps, parce que ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, malgré la petite coupure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat pour les dernières questions. Et toujours sur cette discussion sur le thème où on est-ce que en travaillant quand même sur ces tomes-là, tu as quand même des idées pour d'autres choses? Parce que tu disais que Space Punch était un spin-off de quelque chose de plus gros. Est-ce que tu arrives à aussi te projeter dans d'autres choses, ou pour l'instant tu es focus sur Space Punch? Non, je me projette pas mal sur d'autres projets, parce que, à vrai dire, là, je suis un peu en mode oh là là, j'ai vite envie de finir cette histoire pour enchaîner sur une autre, quoi. Parce que une autre histoire, c'est l'occasion de prendre des directions complètement différentes, de faire des trucs que ton univers te permet pas de faire, de te lâcher. C'est un peu comme un nouveau départ. Donc là, voilà, j'ai lancé une histoire, j'ai lancé une direction, un thème, une ligne rouge, un fil rouge, et je dois rentrer, voilà, dans ce moule-là, je dois rester là-dedans. Donc je peux pas forcément faire le foufou. Mais oui, bien sûr, donc j'ai l'histoire qui suit en tête, qui est un peu plus folle, un peu plus décontractée, que je kifferais bien faire. Et également, j'ai d'autres histoires. Enfin, j'ai une autre histoire surtout qui a rien à voir. Du coup, là, je repars de zéro. Où là également, il y a un peu plus de un peu plus de kiff, un peu plus pas vraiment de fan service, mais pour moi où justement je me fais plus plaisir, où il y a plus de possibilités avec plus de fantastique, etc. Parce que là quand même c'est un univers assez, enfin plus ou moins comme le nôtre, assez réaliste. Donc quand même je peux pas, en termes de fantasy, je peux pas faire n'importe quoi. Voilà, je dois garder les pieds sur terre un peu. Donc voilà, vivement, ouais, la fin de ce projet pour en commencer un autre. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose qui motive aussi. Et je pense chez tous les auteurs c'est pareil. Hein. Souvent on a hâte d'en finir un pour en commencer un nouveau et voilà, tester de nouvelles choses. Ouais, et du coup je reprends la question de Nicole. Est-ce que du coup tu serais pas pour, une fois que tu auras avancé sur quelques tomes, écrire des scénars pour quelqu'un d'autre, justement pour faire les deux en parallèle? Ah ouais. Je sais pas, moi les scénars, c'est toujours des scénars spécifiques que je trouve. J'en ai pas beaucoup. En fait, des histoires, c'est des histoires que je trouve, enfin, spécifiques pour moi. Et je me vois pas trop être scénariste pour d'autres projets. En plus, comme je suis dessinateur, je préfère les dessiner.
Et en termes de collaboration, je préfère bosser sur mes projets plutôt que de bosser avec un scénariste. Sauf si vraiment c'est un scénariste du tonnerre et qui fait un projet de fou auquel, waouh, je n'ai même pas pensé, mais j'aurais kiffé la faire celle-là. Sinon, si c'est pas ça, je préfère faire mes propres histoires directement, parce qu'en plus, quand on fait ses propres projets, on n'a pas l'impression de perdre son temps à faire le projet d'un autre. Comme ça, je ne serais pas en mode oh là là, vite que je finisse ça pour que je fasse mon projet. Donc là, je suis déjà dedans. Même si pour le scénario, c'est long, même si je suis moins à l'aise sur le scénario qu'un scénariste pro qui fait que ça, j'ai plus de satisfaction à faire ma propre histoire, tout simplement. Et du coup, pareil, dans le même esprit, une fois que tu auras installé les premiers volumes, est-ce que si on te propose de faire des histoires courtes comme on t'avait proposé au tout début, tu serais partant pour faire juste un petit passage avec d'autres scénaristes? Tiens, je vais faire une petite histoire courte pour changer un peu d'univers ou même de style. Je sais Ah oui, des projets genre des spin-offs. Ouais, ou des histoires courtes comme les Doggy Bags ou des choses comme ça. Ah oui, ça. Tant que c'est pas trop engageant sur la durée, tant que c'est genre que un volume, ouais, c'est pas impossible. Mais voilà, faut que ça arrive au bon timing, quoi. Ouais. Peut-être sur la fin d'une série, avant d'en commencer une autre grosse, un petit projet de transition, voilà, ça peut être bien, mais en ce moment, vu la quantité de travail que j'ai, c'est pas le genre d'opportunité que je vais saisir tout de suite, quoi. Ouais. Donc oui, il faut que. Donc si vous êtes assistant, si vous voyez cette vidéo, Voilà. si vous voulez devenir assistant, donc écrivez à Z. Je voulais te poser une dernière question aussi sur tes lectures. Un peu, qu'est-ce que tu lis en ce moment pour te détendre? C'est quoi tes lectures, soit manga, soit autre? Du coup, en lecture manga, en ce moment, je lis. Je vais te sortir un. Hop. J'en fais la propagande. Je lis Prisonnier Riku. Ouais. Ça, c'est l'avant-dernier tome. Et le dernier tome, qui sera le tome 38, il sortira le 8 juillet, je crois. Et c'est trop stylé. C'est l'histoire d'un gamin de 10 ans qui s'appelle Riku, qui vit dans un bidonville. Et en fait, dans le bidonville, il est accusé de meurtre, du meurtre de son grand-père. Grand-père qui a en fait été assassiné par le préfet de police. Et du coup, Riku a voulu se venger sur le préfet. Et le préfet, plutôt que de tuer Riku, il décide de l'envoyer en prison. Et du coup, il l'envoie dans une prison qui s'appelle l'île du Paradis, qui est une prison hyper sécurisée. Et Riku, il y est pour 30 ans. Et donc, il a 10 ans, il dit, voilà, dans une prison, c'est que des criminels qui veulent lui faire la peau, c'est que les gardes, c'est tous des enfoirés. Et voilà. Et en plus, le patron de la prison, c'est celui qui a assassiné son grand-père, quoi. Donc, il doit absolument se sortir de cette prison, faire la peau au préfet, mais avant ça, il doit déjà survivre dans ce milieu hyper hostile. Et c'est trop bien, c'est plein de bonnes valeurs, c'est de camaraderie, c'est hyper cool. L'auteur, ça se voit, c'est une crème, il est trop gentil. Enfin, rien qu'en lisant son truc. C'est hyper stylé en termes de dessin aussi, de narration, il est trop chaud. Et c'est vraiment c'est un manga de niche parce qu'on n'est pas beaucoup à connaître et à lire. C'est vraiment, il y a une petite niche assez hardcore, c'est comme beaucoup de mangas, et une niche mais qui en parle beaucoup. Donc ouais, ça faut soutenir parce qu'en plus c'est pas un auteur qui vend beaucoup. Sinon en lecture j'avais Tali, le tome 3 de Talifi de la Lune chez Ankama que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas fini, qui est voilà, encore une super série de Ankama. Ouais, et vous pouvez soutenir Surya sur ses réseaux parce qu'il fait un Patreon pour l'aider à finir la série. Sinon j'ai il faut flinguer Ramirez que j'ai eu il y a quelques jours en revenant d'un libraire que j'ai pas encore commencé, donc c'est du franco-belge, mais c'est une pépite et c'est pour tout public, tout le monde
voilà, c'est vraiment une valeur sûre. Je pense en BD franco-belge, comédie, action, c'est hyper drôle, c'est hyper barré, c'est juste trop bien. Ouais, c'est ça, il y a plein de détails, il y a des fausses pubs, il insère des Ouais. trucs un peu Non, décalés. c'est costaud, c'est vraiment ouais, c'est des auteurs costauds. Mm. Bon, bah super, merci pour toutes ces recos de lecture. Un Ok. grand merci donc Z pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous dans le chat d'avoir mis Ok. des commentaires malgré tous les déconnexions qu'on a eu aujourd'hui. Bon, c'est le direct. Si vous voulez en savoir plus sur Space Punch, il y a une chronique à lire sur Bubble, donc vous pouvez avoir plus d'infos sans spoiler et quelques extraits qui sont pas dans la vidéo non plus. Et si vous avez loupé le début du live, il est disponible en replay comme tous les lives sur Bubble. Et j'essaierai d'éditer un peu la vidéo pour pas qu'il y ait le souci du milieu. Donc voilà, merci, Ça bonne marche. soirée à tous et à bientôt. Merci Z. Bye bye. Bye bye.